mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Voilà. Le président français a donc déclaré songer à engager les forces militaires à minima françaises dans la guerre contre la Russie. Alors bien évidemment, un grand nombre de ses alliés lui sont tombés dessus, soit pour se désolidariser complètement, ou alors tout simplement, comme le chancelier allemand Olaf Scholz, pour bien expliquer que tout envoi de troupes au nom de l'Union européenne était exclu. Même les Américains ont déclaré qu'il était hors de question d'envoyer des troupes en Ukraine. Pourtant, cela n'a pas empêché le ministre des Affaires étrangères français d'estimer que selon lui, ça passerait tranquillement puisque l'envoi de troupes occidentales ne ferait pas franchir le seuil de belligérance du côté russe. Ah bah c'est super. Vous finirez de raconter ça à vos potes sur le chemin de retour. Voici la réponse de Moscou pour être tout à fait clair. Ce mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a évoqué le risque d'un conflit direct entre l'OTAN et la Russie. Nous savons donc maintenant que Moscou n'est pas du même avis que M. Séjourné. En admettant que les autres pays de l'UE, l'OTAN et les États-Unis soient des poltrons, que pourrait donc bien faire la France contre la Russie ? Voici un exposé des moyens militaires dont dispose la France par Jacques Sapir, à l'occasion de la promesse faite le 16 février 2024 par la France de donner 3 milliards d'euros à l'Ukraine. En avons-nous seulement les moyens ? Nous n'avons pas aujourd'hui 3 milliards d'armes à donner. Il faut le dire très simplement. Nos stocks sont tellement bas que nous n'avons pas 3 milliards d'armes à donner. Par ailleurs, si on compte là-dedans des armes que l'on promet aux Ukrainiens, mais à partir de nouvelles productions, ça veut dire qu'il faudra que les Ukrainiens attendent 2025 au plus tôt, et plus probablement 2026 ou 2027. Et pour les obus de 155 mm, nous avons actuellement un projet qui va faire passer la production annuelle, je dis bien de la production annuelle, de 30 000 obus à 60 000 obus. L'usine ne sera en réalité opérationnelle que début, voire mi-2025, et 60 000 obus, admettons qu'on en donne la moitié, ça représente à peu près 4 jours de tir des Russes en Ukraine. Pour avoir le détail des chars, des canons et autres armements, vous irez voir l'intervention complète de Jacques Sapir. Mais en bref, la France n'a plus rien, y compris pour elle-même. Et c'est la même chose en Allemagne et pour tous les pays européens. Il reste l'arme nucléaire qui protège en dernier ressort, mais au-delà de ça, pour tout ce qui est conventionnel, faudra repasser. Donc l'idée même d'envoyer des militaires au sol et en dépit de tout jugement de valeur de savoir si la Russie doit être combattue ou non, est une idée stupide en soi, car juste déconnectée de toute réalité physique. Un tour, c'est la guerre! Et si on pousse la confrontation à la réalité un tout petit peu plus loin, le sujet de la guerre en Ukraine n'est plus du tout une éventuelle victoire, mais plutôt de limiter la casse et si possible, éviter une prochaine avancée russe en Ukraine que personne ne pourrait repousser. D'ailleurs, ce n'est pas une hypothèse si farfelue que je pose. Quand vous regardez la carte de l'Ukraine, vous voyez que la Russie a pris une grande bande de territoire de l'est vers le sud. L'Ukraine est aujourd'hui coupée de la mer d'Azov, et si la Russie prend la région d'Odessa, l'Ukraine sera coupée de la mer Noire et n'aura tout simplement plus accès à la mer. Et c'est sans compter les disons 2 millions d'habitants de ces régions qui sortiraient encore de l'Ukraine. Autrement dit, si Odessa tombe, l'Ukraine serait ratatinée à un petit État enseveli sous les dettes à une échelle bien plus grande qu'aujourd'hui. Car oui, les aides à l'Ukraine sont en réalité, pour une bonne part, des dettes. Elle ne pourrait donc même plus subvenir à ses propres besoins avant très longtemps et vivoterait probablement sous la coupe de ses créanciers. Bref, si Odessa tombe, on voit difficilement comment l'Ukraine pourrait s'en relever avant 50 ans. Alors forcément, de l'autre côté du miroir, du côté russe, je ne doute pas que la prise d'Odessa soit très tentante. Et justement, pas plus tard que ce mercredi 28 février, la Transnistrie a envoyé un appel à l'aide à Moscou pour réclamer sa protection contre la capitale de la Moldavie. Alors, quelle est l'histoire ? Pour la faire courte, la Transnistrie est une petite bande de terre à l'est de la Moldavie qui regroupe dans les 500 000 habitants et qui a proclamé son indépendance en 1990. Ils sont pro-russes et en froid avec la Moldavie depuis 30 ans. Et comme par hasard, comme vous voyez sur la carte, si on regarde les choses depuis les nouveaux territoires russes, du côté de la Crimée et de Kherson, la Transnistrie est juste derrière Odessa. Du coup, si les Russes voulaient vraiment assister la Transnistrie, ça serait quand même bien pratique de prendre Mykolaïev et Odessa pour que le territoire russe et le territoire de la Transnistrie aient une continuité territoriale. De plus, pour rappel, la Moldavie n'est pas dans l'OTAN. Quel hasard, me direz-vous? Ouais, comme par hasard! D'autant plus que la Russie, au travers de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, avait déjà prévenu en 2022 que toute mise en danger de la Transnistrie serait considérée comme une attaque contre la Russie.
Donc oui, objectivement, la Russie souhaite avancer sur Odessa et achever l'avenir de l'Ukraine une bonne fois pour toutes. Donc Emmanuel Macron aura beau battre des bras en appelant à envoyer des armes et des hommes en Ukraine, quand on n'a pas les moyens, on n'a juste pas les moyens. Et ce n'est vraiment pas une question d'idéologie, c'est une question de munitions et d'hommes. L'industrie militaire russe tourne à plein tandis que les industries de l'armement de l'UE sont à l'arrêt. Quant aux USA, ils n'ont pas spécialement envie de s'en mêler plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Quant à Vladimir Poutine, l'interview de Tucker Carlson montre bien qu'il est complètement conscient que la guerre en Ukraine se terminera par des négociations. L'extrait est un peu long, mais je pense que ça vaut la peine. Je veux m'assurer que je vous comprends bien. Alors, vous voulez parvenir à une solution à la situation actuelle en Ukraine par voie de négociation, n'est-ce pas? Exactement. Nous avons rédigé un document important à Istanbul qui a été paraphé par le chef de la délégation ukrainienne. Il y a sa signature sous un extrait de ce document, pas sous l'ensemble, mais sous un extrait. Il a signé et puis il a dit « Nous étions prêts à signer ». Et la guerre aurait pris fin depuis longtemps, depuis 1 an et demi. Mais M. Johnson est venu nous en dissuader et nous avons manqué cette chance. Mais s'ils ont raté, s'ils ont fait une erreur, qu'ils y retournent. Mais pourquoi devrions-nous nous bousculer et corriger les erreurs de quelqu'un? Je comprends qu'on peut dire que c'est notre erreur, que nous avons intensifié les actions et à l'aide d'armes, nous avons décidé de mettre fin à cette guerre commencée en 2014 dans le Donbass. Mais je vous rappellerai des événements plus éloignés, j'en ai déjà parlé, nous en avons discuté avec vous. Alors revenons en 1991 quand on nous a promis de ne pas élargir l'OTAN. Revenons en 2008, lorsque les portes de l'OTAN ont ouvert. Revenons à la déclaration d'indépendance de l'Ukraine, quand elle s'est déclarée État neutre. Revenons au fait que les bases de l'OTAN, les bases américaines et anglaises, ont commencé à apparaître sur le territoire de l'Ukraine, représentant des menaces. Revenons au fait que le coup d'État a été commis en Ukraine en 2014. C'est inutile, non? Vous pouvez rouler cette balle d'avant en arrière indéfiniment. Mais ils ont arrêté les négociations. Est-ce une erreur? Oui, corrigez-la. Nous sommes prêts. Quoi d'autre? Ne pensez-vous pas qu'il soit trop humiliant pour l'OTAN de reconnaître que la Russie contrôle ce qui constituait le territoire ukrainien il y a 2 ans? Je vous ai dit, ils n'ont qu'à réfléchir comment le faire avec dignité. Il y a des options, s'il y a le désir. Jusqu'à présent, ils criaient haut et fort, il faut obtenir une défaite stratégique de la Russie, une défaite sur le champ de bataille. Et maintenant, apparemment, ils se rendent compte que ce n'est pas facile à faire. À mon avis, ce n'est pas possible par définition. Ça n'arrivera jamais. Il me semble que cette idée est parvenue à ceux qui exercent le pouvoir en Occident. Mais si c'est le cas, si cette idée leur est parvenue, réfléchissez à ce qu'il faut faire ensuite. Nous sommes prêts pour ce dialogue. Peut-être que cela sonnera étrange dans la situation actuelle. De toute façon, les relations entre les peuples seront rétablies. Ça prendra beaucoup de temps, mais elles se rétabliront. En attendant que l'UE et les USA ou le gouvernement ukrainien passent à table pour signer la paix, pour ne pas appeler ça une reddition, eh bien, ils continuent à gagner du terrain. Alors oui, bien évidemment, tout cela finira par la paix et avec le temps, les relations entre l'Europe et la Russie se rétabliront. Il en va de même pour toutes les guerres, et heureusement d'ailleurs. Alors évidemment, oui, le président russe voit l'histoire et les événements de son point de vue qui l'arrange bien. Mais c'est le cas aussi de l'Occident qui prétend qu'installer des bases militaires de l'OTAN en Pologne, très proche de la Russie, en prévention d'un conflit avec l'Iran est tout à fait rationnel. Que la Russie ne se sente pas à l'aise avec 10 000 soldats de l'OTAN à 250 km de sa frontière me semble plutôt compréhensible. Aussi dur que cela puisse paraître, la guerre n'est que le prolongement de la politique. Si vous acceptez que l'on vous mente en politique, alors un bon angle de départ est de considérer qu'il en va de même pour les conflits armés. Ce qui est plus embêtant avec le gouvernement français en ce moment, c'est sa tendance à l'incohérence. Vouloir envoyer des troupes armées est incohérent dès lors que l'on sait que l'on n'a ni troupes ni armes pour combattre. Là, il ne s'agit pas d'un mensonge, il s'agit de l'exercice d'une pensée magique. Souhaiter ne suffit pas à prendre le contrôle du réel. Un autre exemple criant. La France, avec la bénédiction de l'Union européenne, affiche l'objectif d'une division par 6 de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, soit peu ou prou dans 25 ans. À la fin de l'année 2023, selon Emmanuel Macron, la France a diminué ses émissions de CO2 de 4,3% pour atteindre cet objectif. Or, si l'on prend le PIB auquel on retranche les déficits de l'État et les déficits du commerce extérieur pour avoir la croissance réelle, on obtient donc 0,9 croissance de PIB, soit environ 30 milliards, moins 100 milliards de déficit budgétaire, moins 100 milliards de déficit extérieur, soit un bilan négatif de moins 170 milliards, donc quelque chose de l'ordre de 5% de décroissance.
Et à 5% de décroissance, vous êtes en ligne avec les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. C'est moi le meilleur! En allant plus loin que cela, on se rend compte que la baisse des émissions de CO2 est strictement corrélée à la décroissance de la richesse produite en France. Et c'est tout à fait logique puisque la production de richesse est très étroitement corrélée à la consommation d'énergie et que l'énergie que nous consommons est essentiellement de l'énergie fossile que l'on ne sait pas remplacer à grande échelle par des énergies autres que fossiles. Il y a bien le nucléaire, mais pour des raisons politiques, l'Union européenne y a renoncé. Même la Suisse a fait cette ânerie il y a quelques années, mais il se profile une votation pour rétro-pédaler sur le sujet. Il y a donc de l'espoir pour la Suisse. Mais pour en revenir à la France et en l'état actuel des choses, diviser par 6 les émissions de CO2 revient à diviser par 6 la richesse disponible en France. Donc pour reformuler le projet, c'est de devenir extrêmement pauvre. Parce que si vous divisez le PIB par habitant par 6, vous en revenez en termes de richesse disponible aux années 30. Pas 2030, 1930. Alors oui, cela sera un peu différent des années 30 car les Français auront toujours Internet en 2050. Mais cela signifie que 20 à 30% de la population active travaillerait au champ, que les vacances à 100 km de chez vous redeviendraient la norme et que tout ce que vous pourrez acheter coûtera à minima 6 fois plus cher par rapport à un salaire actuel. En fait non, le logement coûterait peut-être moins cher car la population se serait considérablement appauvrie. Mais tous les objets technologiques probablement coûteraient bien plus que 6 fois plus cher. Enfin bon, vous voyez l'idée. Vous avez aussi la Chine des années 70 qui devrait vous donner de l'inspiration pour imaginer le tableau en 2050. Ajoutez-leur un smartphone bas de gamme dans les mains et vous devriez avoir une représentation plutôt bonne du futur projeté par la planification de réduction de l'empreinte carbone de la France. Et si on ne considère pas que le gouvernement français raisonne à grands coups de pensée magique, comment expliquer alors que le ministre de l'économie en France s'offusque que l'Europe n'ait pas la croissance économique des États-Unis ? Alors oui, nous faisons face au changement climatique, au manque d'énergie puisque nous n'avons pas développé le nucléaire, et à tout un tas de problématiques sur les ressources en matières premières. Donc oui, beaucoup de souffrances nous attendent car l'adaptation de notre monde à ces contraintes ne va pas se faire toute seule. Mais en réalité, la question qui se pose est la suivante. Est-ce que nous voulons sacrifier la croissance de demain pour tenter d'éviter de souffrir le plus possible ? C'est l'ambition des programmes de réduction des émissions de CO2. Ou alors est-ce que l'on souhaite se battre pour tenter de faire toujours plus avec moins comme cela a été le cas dans l'histoire de l'humanité depuis le début ? Mon sentiment, tout personnel, c'est que nos sociétés ont développé une aversion à l'effort, au risque et à la souffrance qui nous pousse à rechercher sans cesse le plus petit dénominateur commun. De plus, le pari pascalien, comme il le présente, de Jean-Marc Jancovici, qui consiste à penser que si tout le monde sacrifie sa croissance, alors l'idée d'une division par 2 des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale fonctionnera, ne tient qu'à l'instant où toutes les grandes puissances du monde acceptent cette aversion à la souffrance et à l'effort. Or, rien n'est absolument moins sûr, et je pense même tout à fait le contraire pour avoir voyagé un petit peu. On le voit avec la Russie, la Chine ou même les USA. Tous ces peuples ont faim de compétition et de lutte pour une croissance future. Nous en arrivons donc à un stade où des gouvernements comme celui de la France renoncent au réel. 3 000 milliards de dettes sans accès massif à l'énergie dans sa zone d'influence n'est plus un problème. Il faut rentrer en conflit avec la Russie alors qu'on n'a pas d'armes et que les jeunes Français n'ont ostensiblement aucune envie d'aller mourir en Ukraine. On ne veut pas souffrir du réchauffement climatique et du manque d'énergie, donc on sacrifie tout dynamisme économique, mais en même temps le ministre de l'économie se désespère que les USA distancient l'Union européenne en matière de croissance. Tous ces exemples de pensée magique où le fantasme occulte la réalité témoignent, à mon sens encore une fois, d'un continent européen en déclin.